En visite à Khartoum, le président sud-soudanais Salva Kiir a accusé ce jeudi le Soudan d'être une source d'armes utilisée dans la guerre civile qui déchire son pays, une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts. En République démocratique du Congo, le Conseil norvégien pour les réfugiés lance un nouvel appel à l'aide pour la localité du Tanganyika. Un demi-million de personnes sont toujours déplacées. Enfin, report au 9 novembre de l'audition du député indépendantiste Catalan par un juge de la Cour suprême espagnole. Il pourrait être inculpé pour sédition et rébellion. Voilà pour les titres. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. En visite à Khartoum pour officiellement tenter d'aplanir les différents frontaliers et économiques entre leurs deux pays, le président sud-soudanais Salva Kiir a accusé ce jeudi le Soudan d'être une source d'armes utilisée dans la guerre civile qui déchire son pays depuis 2013. Une guerre qui a fait, on s'en souvient, des dizaines de milliers de morts. Images et sons. Le président sud-soudanais Salva Kiir, en visite à Khartoum, a accusé ce jeudi le Soudan d'être une source d'armes utilisée dans la guerre civile qui déchire son pays depuis 4 ans. C'était lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue soudanais, Omar El-Béchir. S'il y en a un qui peut accuser l'autre, c'est bien moi qui peux accuser le Soudan. Le Soudan est la source d'armes qui vont au Soudan du Sud et nous causent d'énormes problèmes. Le but de la visite de Salva Kiir à Khartoum est officiellement d'aplanir des différents frontaliers et économiques entre les deux pays, qui s'accusent par ailleurs mutuellement de soutenir des rebelles actifs dans leurs pays respectifs. Le Soudan assure que son voisin du Sud aide des insurgés dans les régions du Darfour, du Nil bleu et du Kordofan Sud, alors que Juba estime que Khartoum soutient les partisans de l'ancien vice-président sud-soudanais exilé, Riek Machar, dont la guerre civile contre ceux de Salva Kiir. La guerre au Soudan du Sud s'est déclenchée en 2013, 2 ans après l'indépendance du pays. Depuis, plus de 450 000 Sud-Soudanais ont trouvé refuge au Soudan selon l'ONU. Khartoum estime toutefois le nombre des réfugiés sud-soudanais sur son sol à 1,3 million. En République démocratique du Congo, le Conseil norvégien pour les réfugiés lance un nouvel appel à l'aide pour la localité du Tanganyika dans l'est du pays où un demi-million de personnes sont toujours déplacées. L'institution qui tire la sonnette d'alarme estime que la province du Tanganyika est au bord d'un désastre mortel. Selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, la province du Tanganyika, dans l'est de la République démocratique du Congo, où un demi-million de personnes sont toujours déplacées, est au bord d'un désastre mortel. L'institution qui parle de conditions inhumaines estime que les populations qui ont fui pour la plupart des violences intercommunautaires manquent de tout. Les 3 quarts sont encore privés de latrines et l'aide alimentaire arrive au compte-gouttes, tout comme la distribution de maïs pour permettre aux déplacés de cultiver. La plupart de ces déplacés dorment entassés les uns contre les autres dans des cabanes en paille qu'ils ont eux-mêmes construites. Une situation qui menace leur santé et leur sécurité. Malgré le cri d'alarme déjà lancé par Médecins sans frontières en août dernier, 80% des déplacés n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Pour le Conseil norvégien pour les réfugiés, 5% seulement de ressources nécessaires pour répondre aux besoins urgents de ces populations sont pour le moment disponibles. Un chiffre choquant selon l'institution qui invite les autres organismes d'aide à agir sans attendre. Au Libéria, l'audience de la Cour suprême sur des allégations d'irrégularité lors du premier tour de l'élection présidentielle du 10 octobre prévue ce jeudi a été reportée à vendredi. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole de la Cour. Pour des raisons de procédure, l'audience sur des allégations d'irrégularité lors du premier tour de l'élection présidentielle du 10 octobre dernier au Libéria qui devait se tenir ce jeudi matin et durant laquelle doit comparaître la Commission électorale nationale a été reportée à vendredi. En effet, devant la Cour, la Commission électorale nationale devra expliquer pourquoi le recours introduit par le Parti de la Liberté de Charles Pomskin, l'un des candidats battus, et soutenu par 2 autres formations, dont celle de Boakai, n'est à ses yeux pas fondée. La Cour suprême a également ordonné à la Commission électorale nationale de suspendre toutes les actions liées au second tour, prévues le 7 novembre jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le cas.
Pour sa part, la communauté internationale a lancé des appels aux différentes parties pour que le processus électoral, qui doit mener à la première transition depuis des décennies, se déroule en bon ordre et que chacun en accepte les résultats. À l'instar d'autres pays, le Bénin a aussi célébré ce 2 novembre la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes. Et pour marquer l'événement, Éduc Action, en partenariat avec l'Union des professionnels des médias du Bénin, a organisé une conférence débat pour examiner la situation des journalistes béninois. À l'initiative de l'UNESCO, le monde entier a célébré ce jeudi 2 novembre la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Cette date a été choisie en mémoire de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, 2 journalistes de RFI tués à Kidal au Mali en 2013. Célébrant cette journée pour la 2e année consécutive, les journalistes béninois ont décidé de s'appesantir sur les cas de violences faites aux journalistes béninois et qui sont restés impunis. Lorsque nous sortons, les gens pensent qu'au Bénin, en tout cas en matière de liberté de presse, que c'est comme au paradis. Mais la réalité, nous ne sommes pas pour autant mieux lotis en matière de liberté. Il y a des journalistes, des problèmes des médias qui sont violentés. Donc je voudrais que nous puissions, et à travers cette célébration, marquer un arrêt pour que les crimes, les violences, les délits sur les journalistes soient plus impunis dans notre pays. Une presse libre et pluraliste est l'un des fondements de la démocratie et du développement. Pourtant, selon les dernières données de l'UNESCO, figurant dans l'édition à venir du rapport mondial en matière de liberté d'expression et de développement des médias 2017-2018, 102 journalistes ont été tués en 2016. Plus de 930 journalistes ont été tués pour la seule raison qu'ils exerçaient leur métier au cours des 11 dernières années. Le Bénin ne fait pas exception. Les journalistes béninois subissent des agressions non mortelles, la détention arbitraire, et l'intimidation et le harcèlement. Il est important de souligner que l'impunité mène à un plus grand nombre d'assassinats et représente souvent un symptôme d'aggravation des conflits et d'effondrement des systèmes de droit et de justice. L'UNESCO met en garde contre les dommages causés par l'impunité sur des sociétés tout entières en dissimulant de graves violations des droits de l'homme, la corruption et la criminalité. Journée scientifique sur les acquis et contributions à la recherche en rapport à la tuberculose au Bénin. Les experts, médecins et décideurs se retrouvent dans ce cadre à Cotonou depuis jeudi. Images et son. La tuberculose au Bénin, bien que ne faisant plus de bruit, continue de faire des victimes en grand nombre. La maladie de plus en plus survient chez des patients n'ayant pas de déficit immunitaire. La tuberculose en 2017 est une maladie infectieuse comme toutes les autres, dont le diagnostic et la prise en charge sont bien codifiés avec des nouvelles directives régulièrement mises à jour. C'est pour actualiser nos connaissances sur les nouvelles stratégies de lutte et les résultats de la recherche opérationnelle et pour mieux faire connaître le nouveau visage de cette maladie sous toutes ses formes, pulmonaire, extra-pulmonaire, forme pédiatrique, pharmacosensible, pharmacorésistante, forme associée au VIH, aux hépatites, tant au niveau du diagnostic que de la prise en charge, que le PNT, avec l'appui financier du Fonds mondial, organise ses premières journées. Face à cette réalité, des plans bien définis ont été adoptés pour l'éradication de la maladie d'ici à 2035 avec le concours de la recherche. Concrètement, il s'agira de réduire de 95% le nombre de décès par la tuberculose et de 90% l'incidence entre 2015 et 2035. Cette résolution appelle les gouvernements à adapter et à mettre en œuvre la stratégie en obtenant un engagement et un financement à un haut niveau. L'OMS a fait de la recherche la 6e composante de la stratégie Halte à la tuberculose 2006-2015, intitulée « Favoriser et promouvoir la recherche ». Et le 3e pilier de la stratégie NTB 2016-2035, intitulé « Intensification de la recherche et de l'innovation », c'est dire que l'OMS est convaincue qu'aucune stratégie de lutte contre la tuberculose ne pourrait réussir sans la recherche.
L'Organisation mondiale de la santé organise les 16 et 17 novembre en Russie une réunion qui a pour objectif d'apporter une réponse multisectorielle à la lutte anti-tuberculeuse. Descente de la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi dans l'ouest du pays où l'armée est accusée par l'ONU d'épuration ethnique. C'est la première fois que la prix Nobel de la paix s'est rendue dans la zone depuis que les hostilités ont été lancées contre la minorité musulmane Rohingya. Les images. Aung San Suu Kyi, très critiquée à l'étranger pour son peu d'empathie envers les Rohingyas, est enfin descendue sur le terrain pour toucher du doigt la réalité. La guerre a fait plus de 600 000 réfugiés qui ont trouvé abri au Bangladesh en 2 mois. À l'issue de cette visite surprise, la prix Nobel de la paix, arrivée au pouvoir en Birmanie en avril 2016, n'a fait aucune déclaration. Elle doit composer avec une armée qui reste très puissante, ainsi qu'une opinion publique largement xénophobe et anti-musulmane. Jeudi, elle était dans des villages dévastés de la région de Mondao et de Buthidaung et a rencontré plusieurs communautés de la région. Aux côtés de la dirigeante birmane pour son déplacement, plusieurs ministres, mais aussi des hommes d'affaires très influents dans le pays. Le développement économique est pour Aung San Suu Kyi la clé à long terme pour cette région, l'une des plus misérables du pays, avec un taux de pauvreté qui atteint 78%, soit plus du double de la moyenne nationale. Les Rohingyas représentent la plus grande population apatride au monde depuis que la nationalité birmane leur a été retirée en 1982 sous la junte militaire. Les autorités birmanes rejettent jusqu'ici les accusations d'épuration ethnique et assurent ne vouloir qu'éradiquer la rébellion musulmane, l'armée du salut des Rohingyas de l'Arakan. Autre problème, les organisations humanitaires font face à une urgence humanitaire. Dans cette partie de l'État Rakhine, l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes. Du coup, l'exode ne semble pas avoir de fin. Quelques 3000 musulmans Rohingyas sont arrivés jeudi à la frontière du Bangladesh après des jours de marche, souvent sans nourriture et sans eau. Ils sont maintenant près d'1 million de réfugiés dans les camps à la frontière. Et la surpopulation et l'insalubrité des camps au Bangladesh constituent un terreau fertile pour l'apparition de maladies. Je l'annonçais en titre, rendez-vous le 9 novembre pour l'audition de députés indépendantistes catalans par un juge de la Cour suprême espagnole. Le report a été prononcé ce jeudi à la demande de leurs avocats. Ils pourraient être inculpés pour sédition et rébellion. 6 membres du bureau du Parlement catalan, dont sa présidente Carme Forcadell, se sont présentés jeudi à la Cour suprême à Madrid. Ce sur convocation du juge d'instruction dans le cadre de la procédure judiciaire engagée après la déclaration d'indépendance du 27 octobre. Mais l'audience a été ajournée sur demande des avocats de la défense. Le motif de ce report n'a pas été précisé, mais les avocats s'étaient étonnés de la brièveté du délai de la convocation devant cette juridiction compétente pour les députés. Les défenseurs des 5 députés ont présenté une demande de suspension. Et ce qui a été expliqué en substance, c'était que nous n'étions pas en capacité d'assurer la défense. Dans la mesure où la plainte ne nous a été transmise qu'hier à 10h15 et nous avons manqué de temps pour préparer sérieusement la défense. Les audiences sont en revanche poursuivies au pas de charge à l'audience nationale, haute cour spécialisée dans les affaires sensibles, devant laquelle 14 membres du gouvernement catalan destitués, dont son président Carles Puigdemont, étaient convoqués. 5 a manqué à l'appel, dont Puigdemont, qui est en Belgique depuis lundi. Le procureur général de l'État demande que tous soient inculpés pour détournement de fonds publics, sédition et rébellion, les 2 derniers délits étant passibles de peine maximale de 15 et 30 ans de prison. Depuis Bruxelles, Carles Puigdemont a dénoncé un procès politique pour expliquer pourquoi il ne répondrait pas à la convocation du juge d'instruction. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis.